La matinée commença par le tintement des flûtes de champagne dans la salle de réunion vitrée du siège parisien de Nexus Technologies. Le soleil de fin septembre accrochait les bulles qui montèrent dans ma coupe intacte, projetant de minuscules prismes sur la table en acajou. Mon équipe venait de conclure un contrat de 2 milliards d'euros avec Viatech Industries, le genre d'accord qui forge les réputations et redéfinit les carrières. J'aurais dû être folle de joie. J'avais consacré 3 ans de ma vie à construire l'architecture de sécurité qui avait finalement convaincu Viatech que nos systèmes étaient à toute épreuve. Des nuits passées à déboguer du code pendant que les plantes de mon appartement se fanaient par négligence. Des week-ends perdus en réunion virtuelle avec des développeurs à l'étranger. Une relation avec David qui s'était doucement dissoute en SMS sans réponse, puis en silence. À une croissance sans précédent. Mathieu Blanchard, le PDG, leva son verre, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son sourire révélant des dents trop blanches pour être naturelles. La salle éclata d'acclamations. Je levai mon verre machinalement, cherchant des yeux dans la foule un signe de reconnaissance pour ma contribution. Nous n'aurions pas pu y arriver sans notre incroyable équipe de vente, poursuivit Mathieu, en faisant un signe de tête vers Sophie Dubois, dont les loups-boutins à semelles rouges n'avaient jamais mis les pieds dans le laboratoire de développement où j'avais passé d'innombrables heures. Les talents de présentation de Sophie ont scellé l'affaire. Nouveaux applaudissements. Nouvelle tape dans le dos. Je vis mon reflet dans la fenêtre, des cernes sous les yeux à peine dissimulées par le maquillage, mes cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique. À 34 ans, je paraissais plus vieille aujourd'hui, usée par l'intensité du projet et le malaise grandissant qui s'enroulait en moi. « Et n'oublions pas le génie financier de Thomas », ajouta Mathieu, désignant notre directeur financier qui avait passé les négociations à jouer au golf avec les dirigeants de Viatech pendant que je corrigeais des failles de sécurité à distance. Mon nom, Léa Tran, resta non prononcé, suspendu dans l'air comme un invité indésirable. Je sentis le regard de mon collègue Amir sur moi de l'autre côté de la table. Il savait. Il m'avait vu construire le système à partir de zéro, m'avait apporté du café pendant les nuits blanches où le code refusait de coopérer. Léa mérite aussi d'être félicitée, s'aventura-t-il, sa voix presque perdue dans la célébration. L'architecture de sécurité était... Mais absolument, le coupa Mathieu avec une aisance bien rodée. Toute l'équipe a contribué, c'est ce qui rend Nexus si spécial. Et juste comme ça, j'y étais réduite à toute l'équipe, un rouage anonyme dans leur machine. Tandis que les discours se poursuivaient, je me sentis m'effacer. J'avais déjà vu cela arriver à d'autres femmes dans la tech. L'architecte invisible, le fantôme dans la machine. Quand les applaudissements se calmèrent enfin, les dirigeants sortirent un par un, le visage rayonnant d'autosatisfaction. Je m'attardais, sirotant mon champagne maintenant tiède, regardant Mathieu poser pour des photos avec les membres du conseil d'administration. Ils avaient le droit de célébrer ce contrat, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que mon nom ne méritait pas d'être conservé dans leur version de l'histoire. « Ça va ?» demanda Amir, planant près de ma chaise. Son inquiétude sincère me serra la gorge. « Ça va », mentis-je en rassemblant mes notes. « Juste fatigué. Je vais rattraper un peu de documentation. » Ah, en vérité, j'avais envie de hurler, de monter sur la table de conférence et de réciter chaque ligne de code que j'avais écrite, chaque menace de sécurité que j'avais anticipée et neutralisée. Mais j'avais été élevée par des parents immigrés qui m'avaient appris que la réussite sourit à ceux qui travaillent dur sans faire de vagues. Alors j'ai ravalé ma fierté et je suis retournée à mon bureau. En début d'après-midi, mon soupçon se mua en certitude. Un email apparut dans ma boîte de réception. Réunion avec les RH, 14h30 obligatoire. Mon estomac se noua en le lisant, sachant d'instinct qu'aucune bonne nouvelle ne venait jamais de réunion RH inattendue les jours de fête. Lise Fournier, une responsable des ressources humaines que je n'avais jamais rencontrée, me fit entrer dans une petite pièce froide, ornée d'affiches de motivation qui semblaient se moquer de moi. Elle arborait ce sourire RH bien rodé, tout en dents, sans chaleur, en m'invitant à m'asseoir. « Léa », commença-t-elle, ouvrant un dossier à mon nom. « Tout d'abord, félicitations pour le contrat Viatech. L'entreprise est ravie. »« Merci », dis-je prudemment, remarquant qu'elle n'avait pas pris la peine de fermer complètement la porte. Des éclats de voix de la fête en cours parvenaient jusqu'à nous. Des rires, le bruit d'une autre bouteille de champagne qu'on débouche. Comme vous le savez, Nexus évolue rapidement, poursuivit Lise, sa voix prenant ce que je supposais être sa cadence des mauvaises nouvelles. Avec ce nouveau contrat,
Nous restructurons certains départements pour mieux nous aligner sur notre stratégie de croissance. » J'acquiesçai, sentant une froide certitude m'envahir. « Votre expertise technique a été précieuse, » dit-elle, « mais nous nous dirigeons vers une équipe de sécurité plus spécialisée avec des consultants externes. Avec effet immédiat, votre poste sera reconfiguré. » « Reconfiguré ?» Le mot me parut étranger. Lise fit glisser un document sur le bureau. « Nous vous proposons une mutation latérale vers un poste de soutien administratif. Gestion de bureau avec quelques tâches de coordination client. » Je fixai le papier, essayant de comprendre ce qui se passait. Mon cerveau, capable d'algorithmes de cryptage complexes et de modélisation de menaces, peinait soudainement avec la compréhension de base. « Vous voulez que je sois assistante de bureau ?» réussis-je enfin à articuler, les mots amers dans ma bouche. Le sourire de Lise se crispa. « Et nous apprécions votre contribution, Léa, mais vos compétences ne correspondent plus à nos besoins. C'est une offre généreuse. Nous maintenons vos avantages sociaux, bien qu'il y aura un ajustement de salaire pour refléter le changement de poste. » Ajustement de salaire. Un terme plus doux pour une réduction de salaire. Je parcourus le document et vis le chiffre. Une baisse de 40%. C'est moi qui ai construit le système de sécurité qui a remporté ce contrat, dis-je, ma voix étonnamment stable. J'ai conçu l'architecture de A à Z. L'expression de Lise resta inchangée, presque ennuyée. Elle avait déjà fait ça, je réalisais. Annoncer des nouvelles qui bouleversent une vie, puis probablement pris un café en retournant à son bureau. « La décision a été prise au niveau de la direction, » dit-elle en me tendant un stylo. « Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, mais nous aurons besoin de votre réponse d'ici demain. » Je pris le stylo, son poids soudainement significatif dans ma main. « 3 ans, » d'innombrables heures. Mon nom, effacé de l'histoire si complètement qu'il se sentait à l'aise de me rétrograder le jour même de notre plus grand succès. « Pas la peine, » dis-je, signant le papier avec une assurance qui ne correspondait pas au vide qui se creusait dans ma poitrine. « J'accepte. » Lise parut surprise. Elle s'attendait peut-être à des larmes ou de la colère. Mais mes parents ne m'avaient pas élevée pour donner à quiconque la satisfaction de me voir craquer. « Excellent, » dit-elle en reprenant le document signé. « Là, vous vous présenterez aux opérations de bureau demain. 9e étage. » Je me levai, lissai ma jupe et hochai la tête professionnellement. « Ce sera tout ?» Lise consulta sa montre. « Oui. Le service informatique devra ajuster vos accès système cet après-midi. Quelqu'un passera à votre bureau. Bien sûr. Dieu nous en préserve que l'architecte de sécurité rétrogradée conserve l'accès au système qu'elle a construit. » Je sortis la tête haute, le couloir s'étirant devant moi comme une épreuve. À travers les murs de verre de la salle de conférence, je pouvais voir Mathieu lever un autre toast, son bras autour des épaules de Sophie. Je m'assis à mon bureau, fixant la photo de famille que je gardais à côté de mon écran. Maman et papa à ma remise de diplôme de Polytechnique, leur sourire fier valant plus que toute reconnaissance d'entreprise. Que dirait-il maintenant ? Papa avait travaillé 20 ans dans le même atelier de réparation électronique à Montreuil, sans jamais se plaindre, même lorsque l'arthrite nouait ses doigts. Maman avait nettoyé des chambres d'hôtel tout en étudiant le français le soir. Il ne m'avait pas élevée pour que j'abandonne quand les choses devenaient difficiles. Mais il ne m'avait pas non plus élevée pour que j'accepte le manque de respect. Mon ordinateur émit une notification du service informatique. Votre accès au système sera restreint dans 30 minutes. Veuillez sauvegarder tous vos fichiers personnels. Pas d'appel de courtoisie, pas de contact humain, juste un renvoi numérique automatisé. J'ouvris le tiroir de mon bureau et sortis la clé USB que je gardais pour les urgences. Le règlement de l'entreprise interdisait formellement de sortir du code des locaux, mais en même temps, le règlement de l'entreprise avait aussi promis un jour la reconnaissance pour l'innovation. Avec une efficacité bien rodée, je commençais à sauvegarder certains fichiers, pas le code propriétaire appartenant à Nexus, mais mes notes personnelles, ma documentation de processus, les solutions élégantes que j'avais élaborées et qui n'étaient pas couvertes par ma clause de non-concurrence. « Léa ?» La voix d'Amir me surprit. Je réduisis ma fenêtre instinctivement. Il se tenait maladroitement à l'entrée de mon box, l'inquiétude gravée sur son visage. Et j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est une vraie connerie. Je haussai les épaules, visant la nonchalance mais atterrissant quelque part plus près de la défaite. Apparemment, je suis plus doué pour commander des fournitures de bureau que pour sécuriser des systèmes à plusieurs milliards. « Mathieu est un idiot », dit Amir en baissant la voix. « La moitié de l'équipe de direction ne comprend même pas ce que tu as construit.
Ils ont tellement peur de paraître techniquement incompétents qu'ils préfèrent faire comme si tout reposait sur le discours de vente de Sophie et les modèles financiers de Thomas. Ces mots étaient censés me réconforter, mais ils ne firent que cristalliser l'amère vérité. J'avais été invisible depuis le début. Une femme d'origine asiatique dans un domaine dominé par des hommes qui ressemblaient à Mathieu, mes contributions rendues invisibles par un aveuglement systémique et persistant. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Amir. La clé USB bourdonnait en copiant mes fichiers. « Me présenter demain. 9e étage. Apprendre où il range les agrafeuses. Ah, tu pourrais te battre, suggéra-t-il en se penchant plus près. Ou démissionner. Sophia Antipolis cherche toujours des architectes de sécurité. Je connais des gens là-bas. » J'y pensais un instant. Partir serait satisfaisant. Un geste dramatique d'amour-propre. Mais ce serait aussi exactement ce qu'ils attendaient. Émotive, impulsive, renforçant chaque stéréotype sur les femmes dans la tech. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » lui dis-je. La clé USB avait fini son travail. Je la retirai discrètement et la glissai dans ma poche. Amir hocha la tête. « Quelle que soit ta décision, je te soutiens. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il rassemble tout le monde pour une photo d'entreprise dans l'atrium. Apparemment, Viatek envoie son équipe de direction pour une poignée de main formelle. « Vas-y, dis-je. Je dois vider mon bureau. » Après son départ, je restais assise dans le silence de mon box, absorbant l'absurdité de la situation. Quelques heures plus tôt, mon travail avait sécurisé des milliards. Maintenant, je retirais méthodiquement des objets personnels du tiroir de mon bureau. Le petit cactus qui avait survécu à 3 ans de négligence. La balle anti-stress en forme de cerveau que ma sœur m'avait offerte. Le certificat encadré de la conférence sur la cybersécurité où j'avais fait une présentation l'année dernière. De l'atrium en bas, des applaudissements retentirent. Je m'approchai de la fenêtre donnant sur l'espace et regardai Mathieu serrer la main du PDG de Viatek, les flashs des appareils photo immortalisant le moment pour les communiqués de presse et les rapports annuels. Le système que j'avais construit allait rapporter des fortunes aux 2 entreprises, et pourtant je me tenais là, invisible derrière une vitre, déjà en train d'être effacée. L'humiliation était vive, mais je refusais de la laisser me consumer. Je finis de ranger mes quelques affaires dans une boîte en carton que le service informatique avait aimablement fournie. Comme s'ils avaient su avant moi que je viderais mon bureau aujourd'hui. Mon téléphone vibra avec un SMS de ma sœur, Emma. « Comment va ma petite sœur milliardaire ? Maman raconte à tout son club de lecture ton gros contrat. » Je ne pus me résoudre à répondre. Pas encore. Pas avant d'avoir digéré le séisme qui venait de secouer ma vie professionnelle. En traversant les couloirs vers l'ascenseur, j'entendis des bribes de rire, de bavardages festifs et le bruit des bouteilles de champagne jetées. Ma rétrogradation était invisible pour tous les autres. La machine de l'entreprise avançait à plein régime, indifférente au simple rouage qu'ils avaient choisi de broyer. Le 9e étage était étrangement silencieux comparé au bourdonnement du département de développement. Des murs beiges et fades, une légère odeur de pop-corn au micro-ondes et des rangées de classeurs m'accueillirent à ma sortie de l'ascenseur. Une femme des âges mûrs, aux yeux bienveillants et au caressage, leva les yeux de son bureau. « Vous devez être Léa », dit-elle en se levant pour me tendre la main. « Je suis Pascal, responsable de bureau. On m'a dit que vous nous rejoindriez demain, mais j'imagine que vous prenez de l'avance. Je dépose juste quelques affaires, réussis-je à dire, posant ma boîte sur un bureau vide qu'elle m'indiqua. L'expression de Pascal était compatissante. Elle savait ce que cette réaffectation signifiait. « Ah, nous sommes heureux de vous accueillir, » dit-elle. Mais nous savions toutes les deux que C était une platitude. « C'est votre poste de travail. L'ordinateur devrait être installé demain matin. » J'acquiesçai en guise de remerciement, ne faisant pas confiance à ma voix. « Écoutez, » dit Pascal en baissant la voix, « cet étage se vide à 17 heures tapantes. Personne ne travaille tard dans l'administration. Ce sera peut-être un changement agréable par rapport au développement. » C était une petite gentillesse, sa tentative de trouver un point positif. J'appréciais l'effort, sinon le sentiment. De retour à l'étage des développeurs, je retournai une dernière fois à mon ancien bureau. Mon accès informatique avait déjà été révoqué. L'écran affichait une page de connexion générique qui ne reconnaissait plus mes identifiants. « Mademoiselle Tran ?» Un jeune stagiaire en informatique s'approcha. Un presse-papier à la main. « Je dois récupérer votre badge de sécurité et vous donner le nouveau. » Bien sûr, même mon accès physique au bâtiment devait être déclassé. Je lui tendis le badge qui avait été suspendu à mon cou pendant 3 ans. Il le remplaça par un autre sur lequel était imprimé
Soutien administratif sous mon nom. Désolé, marmonna-t-il, incapable de croiser mon regard. La nouvelle s'était donc répandue. J'aurais dû rentrer chez moi après ça. N'importe quelle personne raisonnable serait sortie du bâtiment, aurait trouvé un bar, commandé quelque chose de fort et commencé à planifier son retour en force. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui, rétrospectivement, allait tout changer. Je suis allée à la salle des serveurs. Mon nouveau badge n'aurait pas dû m'en accorder l'accès, mais dans le chaos de la célébration et la réaffectation hâtive, quelqu'un avait négligé ce détail. La porte s'ouvrit d'un déclic lorsque je passais ma carte. La salle des serveurs était mon sanctuaire, une cathédrale de technologie froide et bourdonnante, où j'avais passé d'innombrables heures à dépanner et à coder. Les machines se moquaient du genre, de l'origine ethnique ou des politiques de bureau. Elles répondaient à la compétence et à la précision. Elles reconnaissaient les schémas et récompensaient les solutions élégantes. Je m'assis au terminal de diagnostic, mes doigts planant au-dessus du clavier. J'aurais pu pleurer, j'aurais pu crier, mais à la place, j'ai pensé au code que j'avais construit en secret, enfoui au plus profond de l'infrastructure. Tout système complexe a besoin de redondance, des sécurités et des itinéraires de secours, au cas où les chemins principaux s'effondreraient. Mais j'avais ajouté autre chose, une police d'assurance. Mon assurance, une petite sous-routine élégante que personne d'autre ne connaissait, parce que personne d'autre ne était donné la peine de comprendre complètement l'architecture. Elle n'était pas censée être utilisée. C était une protection, une mesure de dernier recours qui me permettrait de reprendre le contrôle si quelque chose de catastrophique se produisait. Dans mon esprit, ce quelque chose de catastrophique avait été des menaces externes, des attaques malveillantes ou une corruption du système. Je n'avais pas prévu que la catastrophe serait ma propre annihilation professionnelle. Le curseur clignotait sur l'écran, une pulsation régulière qui correspondait à la froide détermination qui s'installait en moi. Ce que j'envisageais franchissait toutes les lignes éthiques que je m'étais fixées. Cela violait mes serments professionnels, la politique de l'entreprise, peut-être même la loi. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Mathieu célébrant un succès bâti sur mon travail non reconnu. Je me suis souvenu de l'indifférence calculée de Lise en me rétrogradant. Je me suis souvenu du nouveau badge qui réduisait 3 ans d'innovation à soutien administratif. Mes mains se posèrent sur le clavier. La décision était prise d'elle-même. Ce soir-là, alors que les bureaux bourdonnaient de l'énergie de l'after-party, je restais dans la salle des serveurs, invisible aux yeux de tous. Personne ne questionna ma présence. Une femme assise tranquillement devant un terminal était l'incarnation de la non-menace. Même avec mon badge déclassé bien en évidence autour de mon cou, les quelques membres du personnel informatique qui passèrent se contentèrent de hocher la tête, supposant que je m'occupais d'une tâche de transition. Le bâtiment se vida progressivement, la fête se déplaçant au Blackbird, un bar chic du Marais où Mathieu avait un compte d'entreprise. J'avais décliné l'invitation à dîner d'Emma par un bref texto prétextant que je travaillais tard, promettant de l'appeler le lendemain. Un autre mensonge dans une journée qui en était remplie. Quand la salle des serveurs fut enfin vide, je verrouillai la porte de l'intérieur. Une violation de la sécurité, mais personne ne vérifierait les journaux ce soir. Tous ceux qui comptaient buvaient du whisky de 18 ans d'âge aux frais de la princesse, portant un toast à leur propre génie. J'ouvris une fenêtre de terminal et naviguai à travers l'architecture système que je connaissais mieux que l'agencement de mon propre appartement. Mes doigts tapèrent les commandes automatiquement, la mémoire musculaire les guidant à travers les répertoires et les protocoles d'accès. J'aurais pu le faire les yeux bandés, j'avais effectué des opérations similaires à 3 heures du matin lorsque les alertes serveurs me tiraient du sommeil. Ce que j'y étais sur le point d'initier n'était pas un malware au sens traditionnel du terme. Il ne détruirait pas de données, ni ne divulguerait d'informations sensibles à des concurrents. Je n'étais pas assez vengeresse pour saboter complètement le contrat Viatech. Trop d'emplois innocents en dépendaient. Non, ce que j'avais conçu était plus élégant. Une dégradation systématique de l'efficacité du système. Un goulot d'étranglement numérique qui étoufferait les opérations sans laisser d'empreinte. Juste une sécurité, m'étais-je dit en le construisant il y a des mois, pendant ces longues nuits où la paranoïa s'insinuait et où je craignais d'être bloqué hors de mon propre système par des pirates. Un moyen de revenir si tout va mal. Je n'avais jamais imaginé que ce serait moi qui le déclencherais intentionnellement. La séquence de commandes était simple. 13 caractères que personne d'autre ne reconnaîtrait comme significatifs. L30FS421X. Mes mains étaient stables.
Mon pouls étrangement calme pendant que je tapais. Mes initiales, l'année de naissance de mon père, la première lettre de la rue de mon enfance. Assez personnel pour être mémorable. Assez obscur pour être sécurisé. La ligne de commande clignota une fois, 2 fois, avant de confirmer l'exécution. C était presque décevant. Juste quelques frappes. Mais je connaissais le poids de ce que j'avais déclenché. « Et il est temps de rentrer, mademoiselle Tran. » La voix me fit sursauter. Rémi, le gardien de nuit, se tenait dans l'embrasure de la porte. Son expression amicale mais perplexe. « Vous travaillez tard, » continua-t-il. « Je pensais que vous seriez en train de fêter avec les autres. » Je fermai la fenêtre du terminal et réussis à sourire. « Je termine juste quelques tâches de transition, » dis-je en rassemblant mes affaires. « Comment va votre fille à la Sorbonne ?» Le visage de Rémi s'illumina. Nous avions souvent parlé pendant mes nuits tardives. Sa fierté parentale pour sa fille, première de la famille à l'université, créant un lien entre nous. « Elle excelle dans ses cours d'informatique, » rayonna-t-il. « Elle dit qu'elle veut devenir comme vous un jour. » L'ironie ne m'échappa pas. « Dites-lui de viser plus haut, » dis-je en lui tapotant l'épaule en partant. Le trajet en métro jusqu'à mon appartement à Vincennes fut calme. La foule de fin de soirée clairsemée. Je regardais ma montre. 21h47. Le système commencerait sa subtile transformation à 22h précises, au moment où les diagnostics automatisés se lanceraient. Le matin, les effets seraient apparents pour quiconque regarderait de près. L'après-midi, ils seraient impossibles à ignorer. Mon petit appartement m'accueillit avec son silence familier. Je ne m'étais jamais beaucoup soucié de la décoration, privilégiant toujours la fonction à l'esthétique. Un canapé confortable, une machine à café fiable, des étagères débordant de manuels techniques et des romans policiers que je lisais pour me détendre. L'espace reflétait mon esprit, organisé, pratique, avec des moments de plaisir créatif. J'enlevai mes chaussures et me versai un verre du saké de luxe que ma mère m'avait offert à Noël dernier. Pour les grandes occasions, avait-elle dit. Le sabotage professionnel était-il une grande occasion ? Je ne pus retenir un rire sombre. À 22h précises, j'ouvris mon ordinateur portable personnel et lançai un outil de diagnostic à distance. Rien qui ne se connecterait directement au système de Nexus. Juste un programme qui surveillait l'état des serveurs visibles publiquement. Je regardais, comme prévu, les premiers indicateurs apparaître. Les temps de réponse commencèrent à ralentir, imperceptibles pour les utilisateurs occasionnels, mais flagrants pour quelqu'un avec ma formation. Les protocoles d'authentification doublèrent leur temps de traitement. Les requêtes de base de données qui auraient dû s'exécuter en quelques microsecondes prenaient maintenant des secondes entières. L'architecture élégante que j'avais passé des années à perfectionner commençait à se mouvoir avec l'équivalent numérique de l'arthrite. Quelques minutes plus tard, des symptômes plus graves apparurent. Des voies d'accès se fermaient comme des portes d'acier. Les pipelines de transactions se bloquaient. La vaste architecture qui venait de sécuriser 2 milliards d'euros était en train d'étouffer lentement sous ses propres dépendances. Je vis les indicateurs du tableau de bord passer du vert au jaune, puis au rouge. Les messages d'erreur s'empilaient, comme une tour qui s'effondre. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblerait à une défaillance en cascade, une tempête parfaite de dysfonctionnements coïncidents. Pour moi, c'était un silence contrôlé, la manifestation de mon pouvoir. Mon téléphone sonna. Amir, sa photo de contact apparaissant sur l'écran. Je laissai le message aller à la messagerie vocale. Puis il sonna de nouveau. Et encore. Finalement, je répondis. « Léa, Dieu merci !» dit-il, la voix tendue par la panique. « Il y a un problème avec l'intégration Viatek. Tout le système est en train de s'arrêter. » Oh, je feignis une confusion inquiète. « Quoi ? C'est grave !»« Grave, dit-il. Les services d'authentification échouent. Les données des utilisateurs sont inaccessibles. Mathieu devient fou. Viatek menace de rompre le contrat si nous ne pouvons pas garantir la sécurité du système. Je me forçai à paraître convenablement alarmé. C'est impossible. Le système fonctionnait parfaitement ce matin. Je sais, Amir semblait épuisé. Tout le monde est rappelé au bureau, même les gens du juridique et du marketing, comme s'ils pouvaient aider. Mathieu parle de te faire venir aussi. C'est l'ami surpris. Moi, je croyais que je n'étais plus que du soutien administratif maintenant. Ah ouais, eh bien, le désespoir change les priorités. La voix d'Amir se fit plus basse. Écoute, c'est ta chance. Viens, répare ce qui se passe, sois l'héroïne. Il serait obligé de te rendre ton poste, peut-être même de te promouvoir. L'opportunité qu'il décrivait était tentante. Arriver en sauveuse, les forcer à reconnaître ma valeur. Mais ce n'était pas le but.
Je ne voulais pas être leur solution d'urgence, appelée seulement en cas de crise et oubliée quand cela leur convenait. « Je ne me sens pas bien, mentis-je. Ça doit être quelque chose que j'ai mangé à la fête. »« Madoléa, s'il te plaît, dis-leur de vérifier les protocoles d'intégration, » l'interrompis-je. « Il pourrait y avoir un conflit avec les nouveaux certificats de sécurité. » C était une suggestion plausible, mais qui les mènerait dans une impasse de dépannage pendant que le vrai problème resterait caché. Je n'étais pas fière de cette tromperie, mais l'alternative, une capitulation immédiate, me semblait pire. Après avoir raccroché, je mis mon téléphone en silencieux et retournai à mon ordinateur portable. La dégradation du système s'était accélérée. Les serveurs de Nexus fonctionnaient maintenant à environ 30% de leur capacité et la tendance était à la baisse. D'ici minuit, toute l'opération serait effectivement paralysée. J'ouvris la bouteille de saké et me resservis un verre. Sur ma table basse, il y avait le badge administratif qu'ils m'avaient donné, Léa Tran, soutien administratif, un rappel en plastique de ma rétrogradation. Je passai mon doigt sur les lettres en relief, ressentant un étrange mélange de culpabilité et de satisfaction. Ils m'avaient rejetée comme une assistante. Maintenant, j'y étais la main invisible qui tenait l'avenir de l'entreprise en otage. Mon ordinateur portable émit une alerte automatisée de mon programme de surveillance. Le système Nexus venait de tenter un redémarrage d'urgence. Une réponse prévisible, mais finalement futile. Les protocoles que j'avais intégrés interpréteraient le redémarrage comme une menace de sécurité et se verrouilleraient encore plus. Je fermai les yeux, imaginant la scène au siège. Mathieu faisant les 100 pas, ses cheveux parfaits en désordre à force de passer des mains frustrées dedans. Sophie des ventes, inutile dans une crise technique, faisant des allers-retours pour le café pour paraître utile. Thomas de la finance, calculant l'impact financier avec une horreur croissante. Et quelque part en arrière-plan, l'équipe informatique, cherchant frénétiquement une solution à un problème conçu spécifiquement pour résister à leurs approches standards. Une autre alerte de mon ordinateur portable. Quelqu'un, probablement Amir, avait tenté d'accéder aux fichiers de l'architecture centrale. La tentative fut enregistrée et automatiquement refusée. 3 autres tentatives suivirent, chacune déclenchant des protocoles de sécurité supplémentaires. Il ne faisait qu'empirer les choses à chaque geste désespéré. Mon téléphone s'illumina de textos de numéros inconnus. Des cadres qui n'avaient jamais pris la peine de se présenter se précipitaient maintenant pour obtenir mes coordonnées. Un message attira mon attention, d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Tran, ici Mathieu Blanchard. Nous avons un besoin urgent de votre aide pour un problème système. Veuillez m'appeler immédiatement. Pas d'eux, s'il vous plaît, quand il m'avait rétrogradé. Pas d'urgence quand il avait effacé ma contribution. Mais maintenant, face à la catastrophe, il se souvenait de mon nom. J'y éteignis complètement mon téléphone et me dirigeai vers la fenêtre de mon appartement. La skyline de Paris scintillait de l'autre côté de la Seine, des lumières brûlant dans les immeubles de bureaux où d'autres drames se déroulaient, d'autres carrières élevaient et tombaient. Quelque part dans cette constellation de fenêtres se trouvait le siège de Nexus, probablement en pleine effervescence. Je ne ressentis pas le triomphe que j'avais anticipé, pas de montée de justification ou de satisfaction. À la place, je ressentis un calme étrange, la certitude d'avoir tracé une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Ils m'avaient tout pris. La reconnaissance, le respect, une carrière bâtie sur l'excellence et le dévouement. Tout ce que j'avais fait, était leur rappeler qu'il y avait un prix à payer pour m'effacer. Mon ordinateur portable émit une dernière alerte. Le système avait atteint une défaillance critique. Les serveurs S éteignaient en séquence. Les bases de données se verrouillaient pour éviter la corruption et l'accès des utilisateurs avait été complètement suspendu. L'intégration Viatech, le joyau de la stratégie de croissance de Nexus, était effectivement morte et enterrée. Demain apporterait des conséquences que je ne pouvais pas entièrement prédire. Des menaces juridiques, peut-être. L'ostracisme professionnel, certainement. Mais pour ce soir, dans mon appartement calme avec la skyline de Paris pour témoin, je me suis permis de reconnaître une simple vérité. Je n'étais plus invisible. Le sommeil échappa cette nuit-là. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, mon esprit parcourant les scénarios potentiels pour le lendemain matin. Le découvrirait-il ? Pourrait-il remonter jusqu'à moi ? La partie logique de mon cerveau savait que j'avais méticuleusement couvert mes traces. La sous-routine était conçue pour ressembler à une défaillance système en cascade, pas à un sabotage. Pourtant, la culpabilité et l'anxiété jouaient leur duo dans ma poitrine à l'approche de l'aube,
Mon réveil sonna à 6h30, la même heure à laquelle je m'étais levée pendant 3 ans. Les vieilles habitudes. J'ai pris une douche, enfilé un chemisier simple et une jupe crayon appropriée pour un poste administratif et me suis maquillée au minimum. Dans le miroir, j'ai pratiqué une expression d'ignorance concernée, sourcils légèrement haussés, lèvres doucement pincées. Le visage de quelqu'un qui entend parler d'une catastrophe pour la première fois. Le wagon du RER était bondé de banlieusards se rendant à Paris, chacun dans sa propre bulle de podcasts et de livres électroniques. Personne ne savait que la femme qui se tenait à la barre à côté d'eux avait mis une entreprise technologique à genoux pendant la nuit. Je me demandais combien d'entre eux avaient déjà été effacés, leurs contributions revendiquées par d'autres, leur valeur réduite à une simple commodité. Plus que je ne pouvais en compter, probablement. 9e étage. Soutien administratif. Mon nouveau foyer professionnel. Je suis sortie de l'ascenseur à 8h25 précise, 5 minutes avant le début officiel de mon service. Pascal était déjà à son bureau, le téléphone collé à l'oreille, sa main libre griffonnant furieusement des notes. « Oui, monsieur Blanchard, » disait-elle. « Je comprends l'urgence. Oui, tous les appels seront acheminés via le protocole d'intervention d'urgence. » Elle leva les yeux, me vit et me fit signe d'approcher. « Bah, la nouvelle assistante administrative est là maintenant, » dit-elle à Mathieu. « Léa Tran ? Oui, du développement. » Une pause. « Bien sûr, tout de suite. » Elle raccrocha et me lança un regard de sympathie mêlé de étonnement. « Tu as choisi un sacré premier jour, ma petite. Le système est en panne. Complètement. Le PDG te veut à l'étage, dans la salle de conférence de la direction, immédiatement. » Je feignis la surprise. « Et que s'est-il passé ? » « Oh, personne ne sait, » dit Pascal, en composant déjà un autre numéro. « Mais ils te demandent spécifiquement. » 14e étage, au fond du couloir. Le trajet en ascenseur jusqu'au 14e semblait surréaliste. Je n'étais venue à cet étage que 2 fois auparavant, une fois pour mon entretien initial et une fois pour la fête de Noël annuelle. Les portes s'ouvrirent sur le chaos. Des gens se précipitèrent dans les couloirs, les cravates desserrées, le café débordant des gobelets en carton. Les téléphones sonnaient sans réponse sur des bureaux vides. À travers les murs de verre, je pouvais voir des salles de conférence remplies de cadres, aux visages sombres et de personnel informatique frénétique fixant des écrans de messages d'erreur. Je me dirigeais vers la salle de conférence principale, où Mathieu Blanchard était assis au bout d'une longue table, le visage cendré, ses cheveux argentés en désordre. Autour de lui se trouvaient tous les membres du conseil d'administration, les représentants de Viatech, et une équipe de techniciens dont Amir, dont les yeux s'illuminèrent de soulagement en me voyant. « Ah, mademoiselle Tran, » dit Mathieu, sa voix dépourvue de son assurance habituelle. « Merci d'être venu. » La formalité était déconcertante après le renvoi de la veille. « Monsieur Blanchard, » répondis-je avec une froideur professionnelle. « En quoi le soutien administratif peut-il aider pendant cette crise ?» La piqûre n'était pas subtile. Plusieurs personnes à la table échangèrent des regards. La mâchoire de Mathieu se crispa, mais le désespoir l'emporta sur l'orgueil. « Nous subissons une panne système catastrophique, » dit-il. « L'ensemble de l'architecture est verrouillé. Rien ne fonctionne. L'intégration Viatech est paralysée. » Antoine Chevalier, le PDG aux cheveux argentés de Viatech, se pencha en avant. « Nous avons investi 2 milliards d'euros dans un système qui s'est effondré moins de 12 heures après la signature du contrat. Cela frise la fausse déclaration frauduleuse. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dis-je en m'adressant directement à Chevalier. L'architecture de sécurité de Nexus était impeccable lorsque j'ai terminé mon dernier diagnostic hier matin. Quelque chose a dû changer après cela. « Manifestement ?» répondit sèchement Chevalier. Mathieu me lança un regard d'avertissement avant de se tourner vers Chevalier. « Antoine, je vous assure que nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème. Mademoiselle Tran a joué un rôle déterminant dans la construction de l'architecture originale. Elle identifiera le problème. » Je laissai un moment de silence s'étirer inconfortablement avant de répondre. Je ne suis pas sûre de pouvoir aider. Mes habilitations de sécurité ont été révoquées hier après-midi dans le cadre de ma mutation latérale. La température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. La directrice technique de Viatech, une femme de mon âge nommée Diane Kwon, regarda de moi à Mathieu avec des sourcils haussés. « Vous avez rétrogradé votre architecte de sécurité en chef immédiatement après la conclusion de notre accord ?» demanda-t-elle, son ton incrédule. Le teint de Mathieu vira au rouge. C'était une décision de restructuration stratégique. « N'a clairement pas une bonne, » répliqua Diane. Thomas, notre directeur financier, intervint. «
Pouvons-nous nous concentrer sur le problème actuel? Nous perdons environ 30 000 € par minute pendant que le système est en panne. Ce chiffre flotta dans l'air comme de la fumée. 30 000 € par minute. D'après mes calculs, ils avaient déjà perdu près de 13 millions d'euros depuis le début de la panne. « Mademoiselle Tran », dit Mathieu, sa voix tendue par une politesse forcée. « Nous sommes prêts à rétablir temporairement vos habilitations de sécurité pour que vous puissiez nous aider dans cette urgence. » Serait-ce acceptable? Je fis semblant de considérer l'offre, bien que j'eusse anticipé ce scénario exact. « Ah, moi je suis heureuse d'aider de toutes les manières possibles, » dis-je finalement. Bien que j'aie besoin d'un accès complet à l'architecture centrale. Mathieu fit un signe de tête à un administrateur informatique qui commença immédiatement à taper sur son ordinateur portable. Pendant l'heure qui suivit, je me livrai à une séance de dépannage théâtral. J'examinais les journaux d'erreurs, lançais des outils de diagnostic et fronçais les sourcils devant des lignes de code que je connaissais intimement, tout en posant des questions dont je connaissais déjà les réponses. Quand le système a-t-il montré les premiers signes de défaillance? Vers 22h15, hier soir, répondit Amir. Et quelles mesures de dépannage ont été prises? Elle, équipe informatique, énuméra leurs tentatives. Toutes prévisibles, toutes inefficaces contre ma sous-routine soigneusement élaborée. C'est comme si le système se battait contre nous, dit un jeune développeur, la frustration évidente dans sa voix. Chaque solution que nous essayons aggrave la situation. J'acquiesçai avec sympathie. Cela suggère une réponse de sécurité en cascade. Le système perçoit vos interventions comme des menaces et se défend. Antoine Chevalier fronça les sourcils. Est-ce un comportement normal pour vos protocoles de sécurité? Ah non, admis-je sincèrement. Ce niveau de résistance suggère que quelque chose de fondamental a changé au sein de l'architecture. Le téléphone de Mathieu vibra. Il y jeta un coup d'œil, son visage perdant toute couleur. Et notre action a chuté de 18% suite à l'annonce de la panne système. Reuters rapporte que Viatech pourrait se retirer de l'accord. La salle éclata en conversations parallèles, des cadres parlant d'urgence au téléphone, du personnel technique regroupé sur des ordinateurs portables, des représentants de Viatech conférant à voix basse. Je m'éclipsai pour prendre un café, ayant besoin d'un moment seul pour digérer ce qui se passait. La petite cuisine de la direction était vide, à l'exception de Sophie des ventes, qui tapotait rageusement sur son téléphone. « Ah, c'est un cauchemar », marmonna-t-elle, sans vraiment s'adresser à moi. Toute ma commission, envolée, je versai du café dans une tasse siglée Nexus, regardant le liquide sombre tourbillonner. La même Sophie qui s'était attribué le mérite de mon travail faisait maintenant face aux conséquences financières de mes actions. Je n'avais pas envisagé ces dommages collatéraux, les effets d'entraînement au-delà de la suite exécutive. Le personnel de vente qui dépendait des commissions, les développeurs qui n'avaient rien à voir avec ma rétrogradation, le personnel de nettoyage dont le fonds de pension incluait des actions Nexus. En retournant dans la salle de conférence, je trouvai Mathieu engagé dans un appel téléphonique houleux, le dos tourné à la pièce, fixant la skyline parisienne. « Je me fiche de ce que ça coûte », disait-il. « Engager tous les consultants en sécurité de la ville s'il le faut. » Amir me fit signe de m'approcher de son ordinateur portable. « Léa, regarde ça », dit-il en pointant une section particulièrement dense des journaux d'erreur. « Ce schéma est bizarre. C'est presque comme si... » Il s'interrompit, ses yeux s'écarquillant à mesure que la compréhension se faisait jour. Il me regarda, puis le code, puis de nouveau moi. « Léa, murmura-t-il, ce n'est pas une panne aléatoire. » Mon cœur rata un battement. Amir était intelligent, trop intelligent. Bien sûr qu'il reconnaîtrait le schéma. Nous avions collaboré pendant des années. Il connaissait intimement mon style de codage. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, en gardant ma voix stable. Ses yeux sondèrent les miens. Ça a l'air délibéré. Pendant un long moment tendu, nous nous regardâmes. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité et finalement à quelque chose comme du respect mêlé de peur. « Tu n'as pas fait ça, » murmura-t-il, si doucement que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Je maintins mon expression neutre. J'essaie juste d'aider à résoudre le problème, Amir. Il comprit la non-réponse pour ce qu'elle était. Lentement, il ferma son ordinateur portable. « J'ai besoin d'une pause », annonça-t-il à personne en particulier. Puis il sortit de la salle de conférence. Allait-il me dénoncer? La possibilité flottait dans l'air comme une lame de guillotine. Je retournai à ma comédie de diagnostic avec une urgence renouvelée, consciente maintenant d'un compte à rebours. Si Amir faisait le lien, d'autres le pourraient aussi.
Alors que la matinée s'étirait en après-midi, la crise s'aggravait. Le service client était inondé de plaintes. Les médias rapportaient de la défaillance catastrophique chez Nexus, la pépite de la tech. L'équipe juridique de Viatech arriva, armée de citations de clauses et de menaces à peine voilées. Pendant tout ce temps, je me déplaçais dans l'entreprise comme un fantôme, passant de mes tâches administratives au 9e étage à l'équipe d'intervention d'urgence au 14e. Invisible hier, indispensable aujourd'hui, l'ironienne échappait à personne, et encore moins à Mathieu, qui s'adressait maintenant à moi avec une déférence réticente. Cela n'a pas pris longtemps. Moins d'une demi-heure après la prise de conscience d'Amir, les cadres ont pris d'assaut le département informatique. Les voix se sont élevées, les chaises ont grincé, et le vernis de calme corporatif s'est écaillé. Le contrat était effectivement en péril. Les fonds du client, enchevêtrés dans des opérations gelées, s'étaient évaporés en fragments numériques inaccessibles. À 16 heures, la vérité était devenue inévitable. Ce N n'était pas une panne système ordinaire. Quelqu'un avait compromis l'architecture de l'intérieur. Le personnel de sécurité a commencé à examiner les journaux d'accès par badge, les images des caméras de surveillance, les enregistrements de connexion, la procédure standard pour identifier une brèche. Je me suis porté volontaire pour aider, bien sûr. Qui de mieux pour trouver le coupable que la personne qui a conçu à la fois le crime et sa dissimulation? Alors que le jour se transformait en soirée, j'ai regardé l'enquête se rapprocher de plus en plus de la découverte, tout en semblant les en éloigner. C'était épuisant, ce double jeu. Plus d'une fois, j'ai envisagé de simplement résoudre le problème, mettre fin à la comédie, restaurer le système, accepter les conséquences quelles qu'elles soient. Mais alors Mathieu faisait une autre remarque condescendante, où Lise des RH passait avec son sourire étudié et ma résolution se durcissait à nouveau. Ils avaient fait leur choix quand ils ont décidé que J était jetable. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. Les téléphones sonnaient sans relâche. Les écrans clignotaient avec des demandes urgentes de restauration du système. Mais les chemins que j'avais écrits étaient conçus sans porte dérobée facile. Je m'en étais assuré. Plus ils essayaient, plus ils s'empêtrèrent dans le verrou que j'avais créé. De mon poste de travail temporaire, je regardais mes collègues se précipiter, les yeux écarquillés, les pas frénétiques. Personne ne soupçonnait que la femme qui prenait des notes dans le coin, elle, assistante de bureau, était celle qui orchestrait la tempête. Le lendemain matin, le siège de Nexus était étrangement silencieux. L'énergie frénétique de la veille s'était condensée en une atmosphère lourde et oppressante. Les employés se déplaçant dans les couloirs en conversation feutrée, le visage tiré par l'inquiétude. Les sites d'information rapportaient que Nexus avait perdu 27% de sa valeur boursière en une nuit. Nexus Meltdown était en tendance sur les réseaux sociaux. Je suis arrivée à mon bureau administratif à 8h30 précise, saluant Pascal avec une expression de préoccupation soigneusement élaborée. « Des nouvelles ?» demandai-je en posant mon café. Pascal secoua la tête. « Le conseil d'administration est en réunion de crise depuis 7 heures. Ils ont fait appel à la division de la cybercriminalité. » Mon estomac se serra malgré ma préparation à cette éventualité. Des enquêteurs de la police judiciaire changeaient considérablement l'équation. Pourquoi la police judiciaire? Je gardais un ton désinvolte en allumant mon ordinateur. Ce ne pourrait-ce pas être simplement une défaillance technique? Apparemment non, baissa la voix Pascal. La sécurité a trouvé des preuves de sabotage interne. Quelqu'un a délibérément fait planter le système. Je m'occupais en rangeant des stylos sur mon bureau. C'est difficile à croire. Qui ferait ça? Quelqu'un qui a une dent contre la boîte? Dit Pascal en me lançant un regard significatif. Et quelqu'un qui connaissait le système sur le bout des doigts. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. L'assistante de Mathieu, me convoquant à nouveau à l'étage de la direction. Je pris l'ascenseur, profitant de la brève solitude pour me ressaisir. Le jeu entrait dans une nouvelle phase, avec des enjeux bien plus élevés. La salle de conférence était transformée pendant la nuit. Fini les papiers éparpillés et les tasses de café du dépannage paniquées. À leur place, des dossiers bien rangés, des enregistreurs et 2 individus à l'air sévère en costume sombre, des enquêteurs, sans aucun doute. Mathieu était assis avec les membres du conseil, tous semblant avoir vieilli de plusieurs années en une seule journée. Mademoiselle Tran, l'un des enquêteurs, se leva à mon entrée. « Je suis l'inspecteur Morel de la division de la cybercriminalité. Voici ma partenaire, l'inspectrice Fournier. Nous aimerions vous poser quelques questions sur l'architecture système que vous avez conçue. » J'acquiesçai, prenant le siège indiqué.
Bien sûr, je veux aider autant que je peux. Mathieu se racla la gorge. Avant de commencer, je tiens à vous assurer, Léa, que vous n'êtes pas suspectée. Votre expertise est simplement inestimable pour l'enquête. Et son utilisation de mon prénom, le ton conciliant, c'est, était de nouveaux développements nés du désespoir. 24 heures plus tôt, j'y étais Léa Tran, assistante de bureau. Maintenant, j'y était Léa, experte précieuse. La transformation aurait été amusante si des inspecteurs de police n'étaient pas impliqués. L'inspecteur Morel ouvrit un ordinateur portable. Notre analyse préliminaire indique que la panne du système a été déclenchée par une sous-routine sophistiquée intégrée à l'architecture centrale. Connaissez-vous une telle sous-routine? Moi, l'architecture contient de nombreux protocoles de sécurité, répondis-je sincèrement. Certains s'activent automatiquement en réponse à des menaces perçues. Ceci semble différent, intervint l'inspectrice Fournier. Cela ressemble à un interrupteur d'urgence délibéré, activé manuellement. Je laissais mon expression enregistrer une surprise professionnelle. Et ce serait très inhabituel et contraire à tous les protocoles de développement standard. Ah pourtant, il existe, dit Morel sèchement. Et selon M. Blanchard, vous étiez l'architecte principal du système. Je soutins son regard. J'ai conçu les protocoles de sécurité, oui, avec une équipe de développeurs. Mais toute modification apportée après mon transfert au soutien administratif hier serait hors de ma connaissance. À transférer? Le sourcil de Fournier se haussa alors qu'elle prenait une note. Parlez-nous de ça. Je jetai un coup d'œil à Mathieu, dont le teint avait pris une teinte grisâtre. Peut-être que M. Blanchard pourrait expliquer le timing de cette décision de personnel. Pendant l'heure qui suivit, je naviguais à travers l'interrogatoire avec une précision calculée. J'expliquais les détails techniques avec exactitude, mais de manière incomplète. Je reconnus mon rôle dans la conception du système, tout en soulignant subtilement le timing suspect de ma rétrogradation. Je parus serviable et transparente tout en ne révélant rien de substantiel. « Une dernière question, mademoiselle Tran », dit l'inspecteur Morel en étudiant mon visage. « Avez-vous une idée de qui aurait pu vouloir saboter les systèmes de Nexus ?» La franchise de la question créa un moment de silence parfait dans la pièce. Tout le monde attendait ma réponse. « Je ne pourrais absolument pas spéculer, » dis-je finalement. « Mais d'après mon expérience, les gens agissent généralement dans leur propre intérêt. Quelqu'un a dû croire qu'il avait quelque chose à y gagner. Après le départ de la police, promettant de revenir avec des experts en informatique légale, Mathieu me demanda de rester. Les membres du conseil sortirent, nous laissant seuls dans la vaste salle de conférence. « Léa, » commença-t-il en se massant les tempes, « je pense que nous devons revoir votre position au sein de l'entreprise. » Je restai silencieuse, attendant. « Le moment de votre réaffectation était malheureux, » continua-t-il. Rétrospectivement, nous aurions dû gérer la restructuration différemment. Je ne dis toujours rien. Mathieu soupira lourdement. Nous aimerions vous réintégrer en tant que responsable de l'architecture de sécurité, avec effet immédiat. Avec une augmentation de salaire significative, bien sûr. L'offre flottait dans l'air entre nous. C'est ce que je voulais hier, reconnaissance, réhabilitation, respect. Maintenant, cela semblait creux. Pourquoi ? Demandai-je simplement. Mathieu cligna des yeux, s'attendant clairement à de la gratitude ou à une négociation, pas à une enquête philosophique. Parce que nous avons besoin de votre expertise pour régler cette crise. Et après la crise. Après ? Là, il se déplaça, mal à l'aise. Eh bien, évidemment, nous reconnaissons votre valeur pour l'entreprise. Ma valeur était tout aussi évidente hier, l'interrompis-je. Pourtant, j'ai été rétrogradée quelques heures après que mon travail a sécurisé un contrat de plusieurs milliards d'euros. Le vernis corporatif de Mathieu se fissura légèrement. Les décisions commerciales sont complexes, Léa. La restructuration N n'était pas personnelle. Ça m'a semblé personnel quand je vidais mon bureau. Il se pencha en avant, le désespoir évident dans sa posture. Que voulez-vous, alors ? Dites-le, un poste de directrice ? Départ dans l'entreprise ? Votre propre département ? Je le considérais, cet homme puissant réduit à négocier, offrant tout ce qu'il m'avait refusé auparavant. Il y avait une certaine satisfaction, mais aussi un vide. Son changement d'avis n'était pas né d'un respect sincère, seulement de la nécessité. Je vais y réfléchir, dis-je finalement, en me levant pour partir. En attendant, je continuerai à aider à l'enquête. En sortant, je l'entendis m'appeler « Nous perdons des millions chaque heure, Léa. Nous n'avons pas le temps que vous
y réfléchissiez. Je me retournai sur le seuil. Alors peut-être auriez-vous dû valoriser mon temps avant la crise. La journée se déroula dans un flou de réunions techniques, d'entretiens avec la police et de sessions de gestion de crise. Je me déplaçais entre eux avec un malaise croissant, consciente que l'enquête se resserrait. Les journaux systèmes étaient analysés plus en profondeur. Les registres d'accès à la salle des serveurs étaient en cours d'examen. Ça n'était qu'une question de temps avant que la piste ne remonte jusqu'à moi. Vers 15 heures, Amir me trouva dans la salle de pause, en train de me verser une tasse de café que je ne voulais pas vraiment, mais dont j'avais besoin pour la caféine. Il ferma la porte derrière lui, le visage grave. « Ils vont le découvrir, Léa. » Je touillais la crème dans mon café, gagnant du temps pour réfléchir. « Découvrir quoi ? Ah, ne fais pas ça. » Il secoua la tête. « Pas avec moi. J'ai vu les journaux. Je sais ce qui s'est passé et je sais qui l'a fait. » Ma main s'immobilisa sur la cuillère. « Tu leur as dit ? » ?»« Non. » Il s'appuya contre le comptoir. « Mais la police finira par le trouver. La signature de la commande porte tes empreintes partout. » Il avait raison, bien sûr. J'avais conçu l'interrupteur d'urgence avec élégance, mais pas de manière invisible. Toute enquête suffisamment approfondie remonterait jusqu'à moi. « Mais pourquoi ne leur as-tu rien dit ?» demandai-je doucement. L'expression d'Amir s'adoucit. « Parce que j'ai vu ce qu'ils t'ont fait. Comment ils ont pris ton travail, tes idées, et t'ont mise de côté. Ce haine n'était pas juste. » Et sa loyauté me toucha. Mais elle souligna aussi la complexité morale de ce que j'avais fait. Amir comprenait mes actions. Peut-être même les soutenait-il à un certain niveau. Mais cela ne les rendait pas justes. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il. J'ai pesé la question avec soin. La satisfaction de la vengeance était estompée, laissant derrière elle la dure réalité de potentielles accusations criminelles. J'avais fait passer mon message, les forçant à reconnaître ma valeur par mon absence. Mais le coût augmentait d'heure en heure. Je ne sais pas encore, admis-je. Mais j'apprécie que tu gardes ça entre nous. Il hocha la tête, puis hésita avant d'ajouter. Pour ce que ça vaut, je pense que tu devrais accepter l'offre de réintégration. Fais-les te payer ce que tu vaux, puis trouve un autre travail à tes conditions. C était un conseil pratique, mais quelque chose en moi résistait à cette résolution facile. Accepter la promotion maintenant, c'était comme accepter que ma valeur dépende de leurs besoins, et non de mon mérite. Alors que l'après-midi avançait, les rumeurs se propagèrent dans le bâtiment. Le personnel informatique chuchotait à propos de preuves d'un travail interne. Le personnel de sécurité examinait les accès par badge avec une attention renouvelée. Les enquêteurs de police sont revenus avec des experts en informatique légale qui ont installé leur équipement dans une salle de conférence rapidement surnommée la salle de guerre. Le soir, le bâtiment S était vidé, à l'exception de l'équipe de crise, du personnel de sécurité et des enquêteurs. Je était porté volontaire pour rester tard, officiellement pour aider aux efforts de récupération, mais en réalité pour surveiller la progression de l'enquête. De mon poste de travail, je pouvais voir dans la salle de guerre où les agents se penchaient sur des écrans affichant des lignes de code que je ne reconnaissais que trop bien. Mon téléphone vibra avec un texto d'Emma. « J'ai vu les nouvelles sur Nexus. Ça va ? Appelle-moi. » Je l'ignorais, incapable de faire face aux questions de ma sœur. Que lui dirais-je ? Que j'avais potentiellement commis un crime parce que J était vexée ? Que j'avais mis en péril la carrière d'avocat de son mari par association ? Que je pourrais finir en prison pour la prochaine décennie ? Vers 20 heures, Mathieu sortit d'une réunion du conseil, le visage hagard. Il m'aperçut et s'approcha de mon bureau, se laissant lourdement tomber sur une chaise voisine. « Un Antoine Chevalier a appelé », dit-il, se référant au PDG de Viatech. « Il nous donne 24 heures pour restaurer le système, ou il se retire du contrat et nous poursuivent en justice pour dommages et intérêts. » J'acquiesçai, sans surprise. Leur position est compréhensible. Comprehensible. La voix de Mathieu S. éleva légèrement. C'est le coup de grâce pour cette entreprise. Sans le contrat Viatech, nous sommes finis. 300 personnes perdront leur emploi. Le chiffre me frappa plus fort que je ne l'avais prévu. 300 collègues, dont beaucoup n'avaient rien à voir avec la décision de me rétrograder, souffriraient à cause de mes actions. Pascal et ses yeux bienveillants. Rémi, le gardien de sécurité qui payait les études de sa fille. Amir, qui avait gardé mon secret malgré le risque pour lui-même. « Et si quelqu'un pouvait le réparer ?» demandai-je prudemment. « Hypothétiquement. » Les yeux de Mathieu s'aiguisèrent. « Savez-vous comment réparer ça ?»« Hypothétiquement ?» répétai-je. «
Si la personne responsable se manifestait et inversait les dommages, que lui arriverait-il? Il comprit immédiatement. Vous. Je ne confirmais ni ne niais. Mathieu se pencha en arrière, M étudiant avec un nouveau regard. Si quelqu'un restaurait le système, arrêtait l'hémorragie financière, le Conseil serait enclin à la clémence. La clémence n'est pas l'immunité, notai-je. Non, admit-il. Mais cela pourrait faire la différence entre des poursuites pénales et un arrangement. Quel genre d'arrangement? Une démission au lieu d'un licenciement, une référence neutre. Aucune plainte pénale de la part de Nexus. Ce N n'était pas une solution parfaite. La justice pourrait toujours engager des poursuites de son côté. Ma carrière dans la tech serait effectivement terminée. Aucune entreprise n'engagerait un architecte de sécurité avec une réputation de sabotage. Mais ce serait mieux que la prison. J'ai besoin de réfléchir, dis-je en me levant brusquement. Mathieu hocha la tête, le désespoir dans ses yeux maintenant teinté de trahison. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Les dégâts s'accumulent d'heure en heure. Je me dirigeais vers la fenêtre, fixant la skyline de Paris qui scintillait maintenant de ses lumières nocturnes. 300 emplois, des millions de pertes, des enquêtes judiciaires. Les conséquences de mes actions avaient dépassé tout ce que j'avais anticipé lorsque j'avais tapé ces 13 caractères. Le bâtiment était silencieux. Les cadres avaient l'air épuisés, leur voix rauque à force d'appels de crise. Des rumeurs se propageaient, des chuchotements sur le sabotage, la trahison et les milliards perdus. L'avenir de l'entreprise, autrefois doré, vacillait maintenant au bord de l'effondrement. Je restais invisible, me fondant dans le décor, l'administratrice discrète dont la valeur soudaine n'était plus remise en question. Le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est la personne la plus silencieuse de la pièce qui détient la dernière carte. Dans le calme, je ne ressentis aucun triomphe, seulement de la clarté. Ils m'avaient tout pris, reconnaissance, respect, carrière. Tout ce que j'avais fait, c'était leur rappeler qu'il y avait un prix à payer pour m'effacer. La question était maintenant de savoir si ce coût était devenu trop élevé pour toutes les personnes impliquées, y compris moi. L'heure de la décision. Les toilettes vides du bureau m'offrirent une solitude momentanée, alors que je m'aspergeais le visage d'eau froide, fixant mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait semblait différente, plus dure, quelque chose de résolu dans ses yeux qui n'était pas là il y a 2 jours. Mon téléphone vibra de nouveau. Emma, toujours inquiète pour sa sœur inhabituellement silencieuse. Je ne pouvais pas l'ignorer éternellement. « Salut, M, répondis-je, essayant de paraître normale. « Enfin, je me suis fait un sang d'encre, dit-elle. Les nouvelles disent que Nexus pourrait s'effondrer. Tu vas bien? Je vais bien, mentis-je. Juste occupée avec la gestion de crise. Ils ont de la chance de t'avoir, dit Emma loyalement. Assez bien qu'après cette histoire de rétrogradation, je ne t'en voudrais pas si tu leur disais à tous d'aller se faire voir. Si seulement elle savait à quel point j'en avais été proche. M, que dirait papa de tout ça? Demandai-je soudainement. La question la prit au dépourvu. Papa? À propos de ta crise au travail? Oui, si je lui racontais tout. Elle resta silencieuse un moment. Tu sais ce qu'il nous a toujours dit. Ton intégrité est la seule chose que personne ne peut te prendre. Toi seul peux y renoncer. La voix de notre père résonnait dans ma mémoire. Son français hésitant porteur d'une sagesse venue d'une culture qui valorisait l'honneur avant la promotion. Papa, qui avait réparé les mêmes téléviseurs pendant 20 ans avec un soin méticuleux, que le client apprécie ou non son savoir-faire. Il voudrait que tu fasses ce qui est juste, continua Emma, mais il voudrait aussi que tu te défendes. Ces 2 choses pourraient être mutuellement exclusives dans cette situation, murmurai-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Léa, que se passe-t-il? Je dois y aller, lui dis-je. Oh, je t'appellerai demain, promis. Je mis fin à l'appel avant que ces questions ne puissent continuer, glissant le téléphone dans ma poche alors que je prenais ma décision. Il ne s'agissait plus de Mathieu, ni de ma rétrogradation, ni même de ma fierté blessée. Il s'agissait de la personne que je voulais être lorsque ce chapitre se refermerait. La salle de guerre était encore active à mon retour, les agents travaillant par équipe pour éplucher les journaux systèmes et les dépôts de code. Je passais devant eux pour me rendre au bureau de Mathieu, où il était assis seul, fixant des projections financières qui devenaient de plus en plus catastrophiques d'heure en heure. « Je peux le réparer ?» dis-je sans préambule. Il leva brusquement les yeux. « Vous allez réparer les dégâts ?»« Oui, mais j'ai des conditions.
Mathieu me désigna la chaise en face de son bureau. Énoncez-les. Mais premièrement, je veux un accord signé stipulant que Nexus ne poursuivra pas de poursuites pénales ou civiles contre moi. Il hocha immédiatement la tête. Fait. Le service juridique peut rédiger quelque chose ce soir. Dit deuxièmement, je pars avec 3 mois d'indemnité de départ à mon salaire d'origine, pas auto-réduit d'assistante. Une légère hésitation, puis un autre signe de tête. Troisièmement, je veux une lettre de recommandation neutre reconnaissant mon rôle dans le développement de l'architecture de sécurité Viatech. Les yeux de Mathieu se plissèrent. « Vous voulez être crédité après ce que vous avez fait ?»« Je veux que la vérité soit documentée, » le corrigeai-je. Le sabotage n'annule pas les 3 années de travail qui l'ont précédé. Il réfléchit, calculant clairement le coût par rapport au bénéfice de remettre leur système en ligne. Autre chose? Donc oui, un examen à elle, échelle de l'entreprise des politiques de promotion et de reconnaissance, avec une attention particulière à elle, équité de genre et raciale. Et cette dernière demande le surprit clairement. Ça ne vous concerne plus. Non, admis-je. Et c'est pour tous ceux qui viendront après moi. Mathieu M. étudia longuement avant de hocher la tête. Je vais soumettre ça au conseil. Attendez ici. Pendant son absence, je me suis permis de sentir tout le poids de ce que je faisais. En me dénonçant, je mettais effectivement fin à ma carrière en cybersécurité. Même avec l'accord de Nexus de ne pas porter plainte, ma réputation professionnelle serait irrémédiablement endommagée. La police pourrait toujours engager des poursuites de son côté. Mon avenir, autrefois plein de promesses, était maintenant au mieux incertain. Et pourtant, assise dans le bureau de l'homme qui m'avait si négligemment effacée, je ressentis quelque chose comme une paix s'installer en moi. Je les avais forcés à me voir, à reconnaître mon pouvoir, ma valeur, et finalement, mon humanité. Pas comme il voulait que je sois, mais comme J était réellement, brillante, imparfaite, et refusant d'être diminuée. Mathieu revint 30 minutes plus tard avec Antoine Chevalier de Viatech et un avocat de Nexus portant des documents. Le conseil a accepté vos conditions, avec un ajout de Viatech, dit Mathieu, faisant un signe de tête à Chevalier. Le dirigeant plus âgé se pencha en avant. Mademoiselle Tran, bien que je ne cautionne pas ce que vous avez fait, je comprends pourquoi vous l'avez fait. Un talent comme le vôtre mérite d'être reconnu. Il fit glisser une carte de visite sur le bureau. Quand tout cela sera réglé, appelez mon assistante. J'aimerais discuter de nos besoins en matière de conseil en cybersécurité. Je le fixai, momentanément sans voix. Vous m'offrez un travail? Après que j'ai saboté un système lié à votre investissement de 2 milliards d'euros, le visage buriné de Chevalier se plissa en un sourire malin. Quiconque peut construire un système aussi sécurisé, puis le mettre hors service tout seul, est quelqu'un que je préfère avoir travaillant pour moi que contre moi. L'avocat de Nexus se racla la gorge. Pour être clair, un tel arrangement devrait attendre la conclusion de l'enquête judiciaire. Bien sûr, acquiesça Chevalier avec aisance. Juste quelque chose à considérer pour l'avenir. Je mis sa carte dans ma poche, ne sachant pas si je devais me sentir justifiée ou manipulée par ce revirement inattendu. Chevalier était-il réellement impressionné par mes compétences? Ou essayait-il simplement de neutraliser une menace potentielle? L'avocat poussa les documents sur le bureau. Et c'est un accord de règlement confidentiel standard. Il couvre les conditions que vous avez demandées, y compris l'accord de non-poursuite et l'indemnité de départ. Il comprend également une clause de confidentialité, vous empêchant de discuter de la nature de la panne du système ou de votre rôle dans celle-ci. Je parcourus le jargon juridique, notant les dispositions clés. Les conditions étaient conformes à ce qui avait été discuté, avec des clauses supplémentaires protégeant Nexus des dommages en termes de relations publiques. Je signai ou indiquai, puis repoussai les papiers. « Go maintenant » dit Mathieu. « À quelle vitesse pouvez-vous restaurer le système ?» Je me levai. J'aurais besoin d'accéder à la salle des serveurs. Seul. Il hésita, clairement mal à l'aise avec l'idée. La réparation nécessite les mêmes protocoles de sécurité que ceux utilisés pour déclencher la panne, expliquai-je. Il vaut mieux que moins de personnes voient ces méthodes. C était en partie vrai, mais aussi pratique. Je voulais de l'intimité pour la suite. Mathieu finit par hocher la tête. La sécurité vous escortera et attendra à l'extérieur. 25 minutes plus tard, j'y étais assise sur la même chaise où j'avais déclenché la panne, me préparant maintenant à défaire mon travail. La salle des serveurs bourdonnait autour de moi.
son système de climatisation créant un cocon d'air frais et recyclé. À travers les murs de verre, je pouvais voir un agent de sécurité posté à l'extérieur, me regardant avec une méfiance non dissimulée. La solution était simple, une séquence de 13 caractères qui désactiverait la sous-routine et permettrait au système de se restaurer progressivement. Mais avant de l'entrer, je fis autre chose. Je connectai une clé USB au terminal et transférai un enregistrement complet de mes activités des 2 derniers jours. Non pas pour faire du chantage ou menacer, mais pour me protéger si Nexus venait à violer notre accord. Une assurance pour mon avenir incertain. Une fois le transfert terminé, je retirai la clé et la glissai dans ma poche. Puis j'entrai la séquence de désactivation. LT-RAND-FS 43721R, le R, pour restaurer au lieu du X pour exécuter. Le système commencerait à se guérir en quelques minutes, bien que la récupération complète prendrait des heures, le temps que les bases de données se reconnectent et que les protocoles d'accès se réinitialisent. Je regardais les premiers signes de récupération apparaître sur le moniteur. Des indicateurs de statut vert remplaçant les rouges. Les messages d'erreur s'effaçant. Les services d'authentification revenant en ligne. C'était fait. Le garde m'escorta jusqu'à l'étage de la direction, où Mathieu, Chevalier et plusieurs membres du conseil attendaient anxieusement. « Ça fonctionne », leur dis-je. « Le système se restaure progressivement. D'ici demain matin, tout devrait être opérationnel. » Un soulagement envahit la pièce. Les épaules de Mathieu s'affaissèrent visiblement. « La police voudra toujours comprendre ce qui s'est passé », avertit l'avocat de Nexus. « Je coopérerai pleinement, dis-je. Mais je ne m'incriminerai pas. » Chevalier regarda sa montre. « Il est presque minuit. Je suggère que nous allions tous nous reposer et que nous nous réunissions demain matin pour évaluer la récupération. » Alors que la pièce commençait à se vider, Mathieu s'approcha de moi. « Votre accès au bâtiment sera restreint aux heures de bureau à partir de demain. Les RH s'occuperont de vos documents de sortie. Pas de merci pour avoir réglé le problème. Aucune reconnaissance des circonstances qui m'avaient poussé à le créer. Juste des détails procéduraux sur mon départ. Certaines choses ne changent jamais. Je comprends, répondis-je froidement. Je viderai mon bureau demain matin. Je suis parti ce soir-là sans un au revoir, franchissant les portes vitrées de Nexus Technologies pour ce que je savais être la dernière fois. Le gardien de sécurité à l'accueil, pas Rémi, mais un jeune homme que je ne reconnaissais pas, leva à peine les yeux à mon passage. Dehors, Paris brillait de son énergie nocturne perpétuelle. Des taxis jaunes filaient, transportant des gens entre des dîners tardifs et des premiers verres. L'air était vif de ce début d'automne, laissant présager des changements à venir. Je suis restée un instant sur le trottoir, incertaine de la direction à prendre. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Amir. Le système revient en ligne. « Qu'as-tu fait ?»« La bonne chose, je pense, » répondis-je. « Mais je n'en suis pas encore sûre. »« Ah, tu reviens demain ?»« Seulement pour vider mon bureau. » Puis je pars pour de bon. 3 points apparurent pendant qu'ils tapaient, disparurent, puis réapparurent. Finalement, c'est leur perte. Dis-moi où tu atterris. Je pourrais te suivre. Sa loyauté fit naître le premier vrai sourire sur mon visage depuis des jours. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais pas seule. J'ai pris un taxi pour l'appartement d'Emma dans le 11e arrondissement. Elle a ouvert la porte en pyjama, l'inquiétude gravée sur son visage alors qu'elle me serrait dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-elle. « Tu me fais peur. »« Mais j'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir, » dis-je. « Et j'ai une histoire à te raconter. Ce n'est pas joli. » Elle m'a conduite jusqu'à son canapé, nous a versé à toutes les deux un verre de vin, et a écouté sans interruption pendant que j'expliquais tout. La rétrogradation, le sabotage, l'accord, l'avenir incertain. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment avant de demander « Tu le regrettes ?» J'ai réfléchi à la question. Je regrette les dommages collatéraux, les innocents affectés, mais je ne regrette pas de m'être défendue. Emma hocha lentement la tête. À papa comprendrait cette partie. Se défendre. Mais il voudrait que tu trouves un meilleur moyen la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, dis-je, en pensant aux potentielles poursuites judiciaires qui planaient encore. Il y en aura une, dit-elle avec une certitude surprenante. Et tu es trop douée dans ce que tu fais pour que ce soit la fin. Je suis restée éveillée longtemps après qu'Emma soit allée se coucher, assise près de sa fenêtre qui donnait sur la rue calme de Paris. Demain apporterait plus d'interrogatoires, plus d'explications, la fin formelle de mon temps chez Nexus. Les jours suivants restaient à écrire. Enquête judiciaire, opportunité d'emploi possible,
une réputation professionnelle à reconstruire. Dans le métro le lendemain, après avoir vidé mon bureau et rendu mon badge, j'ai rejoué le moment où j'avais appuyé sur « Entrée » sur la commande de restauration. Ce n'était ni une victoire ni une défaite, mais quelque chose de plus complexe, une réappropriation de mon pouvoir, suivie d'un renoncement volontaire à celui-ci. Pas de la vengeance, mais une nécessité, un refus d'être effacé en silence, suivi d'un choix de partir avec dignité. Alors que le wagon avançait, je me suis permis une longue inspiration de soulagement. Le chapitre était clos. Ce qui suivrait était incertain, mais une chose était indéniable, je ne laisserai plus jamais personne me réduire à moins que ce que j'y étais. Ni Nexus, ni Mathieu Blanchard, ni aucun futur employeur qui pourrait tenter d'effacer mes contributions. Mon nom est Léa Tran. Je construis des choses. Parfois, je les casse, mais je ne suis jamais invisible.